Papa t'a invité à dîner ce soir, m'a envoyé mon fiancé par SMS, tout juste un jour avant le mariage. Ravissante robe, a dit son père en anglais. Puis, en allemand, il a marmonné, elle a l'air vulgaire. J'ai souri, j'ai levé mon verre et j'ai répondu dans un allemand parfait. Jolie robe, dit son père en anglais. Puis en allemand, il marmonna, elle a l'air vulgaire. La salle à manger devint silencieuse. Les verres en cristal tremblèrent en l'air. La lumière des bougies vacillait sur l'argenterie polie. Le doux bourdonnement du lustre devint soudainement trop fort. Je souris, levai mon verre, et répondis dans un allemand parfait. On aurait pu entendre une mouche voler. C'est ainsi que tout commença. Pas un champ de bataille, pas une tempête, pas une explosion dans un désert lointain, juste une table de dîner à Boston, un jour avant mon mariage. Et pourtant, d'une certaine manière, ce fut le combat qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais appris sur la retenue, l'honneur et la dignité. Le message était arrivé cet après-midi-là. Papa t'a invité à dîner ce soir, juste nous, avant le mariage. C'était Ethan, mon fiancé, un homme avec un bon cœur, mais un cœur souvent piégé dans l'ombre des attentes de son père. Nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt lorsque son cabinet avait fourni des conseils juridiques pour le partenariat humanitaire de la marine en Floride après un ouragan. J'avais servi comme officier de renseignement naval, rattaché à la coordination logistique d'une équipe scellée aux évaluations post-mission. Il était l'homme en costume, avec le sourire, et un bloc-notes rempli de questions sur les procédures d'approvisionnement. Ce ne fut pas le coup de foudre, mais ce fut le respect dès le premier mot. Au fil du temps, nous avons trouvé un terrain d'entente, l'officier discipliné et l'avocat prudent. Il aimait mon calme. J'aimais sa gentillesse. Mais quand j'ai rencontré ses parents pour la première fois, je les sentis, ce mur tacite entre leur monde et le mien. Son père, Richard Whitmore, était un diplomate à la retraite, le genre qui portait encore des boutons de manchette au petit déjeuner et parlait des pays comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Sa mère, Margaret, était calme, élégante, et émotionnellement cachée derrière une politesse de porcelaine. Je ne leur en voulais pas. Je se racle la gorge savais juste qu'ils ne me considéraient pas comme des leurs. Ce soir-là, je me tenais devant le miroir de mon petit appartement, vêtu d'une robe simple mais raffinée, mes cheveux soigneusement attachés, mon uniforme rangé depuis longtemps. Je ne voulais pas me présenter comme le lieutenant-commandé Harper Lane, officier de renseignement des US Navy SEAL. Je voulais me présenter comme la fiancée d'Ethan, une femme prête à commencer un nouveau chapitre, pas à revivre l'ancien. Le domaine Whitmore était situé sur une colline en dehors de Boston, avec des colonnes blanches, des allées en lierre, le genre de maison qui semblait n'avoir jamais connu la poussière. Un majordome ouvrit la porte avant même que je puisse frapper. À l'intérieur, un doux jazz flottait dans l'air. Richard se tenait près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Ethan souriait nerveusement. Margaret offrit une brève étreinte, aussi délicate que ses perles. « Harper, dit Richard, si heureux que vous ayez pu venir. Nous pensions qu'un dîner tranquille serait apaisant avant le grand jour. » Apaisant. Ce mot portait un poids. Je le remerciai, m'assis et acceptai le vin. Il versa du rouge, cher, inutile. Les premières minutes furent courtoises, des questions sur le mariage, la liste des invités, les projets de lune de miel. Puis Richard commença son sondage subtil. « Alors Harper, dit-il, vous êtes dans la marine, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. » « Renseignement et coordination sur le terrain. » « Ah, et cette affectation s'île où vous avez été, assez inhabituelle pour les femmes, n'est-ce pas ? » Je souris légèrement. « Moins inhabituelle qu'avant. » Il hocha la tête, faisant tournoyer son verre. « Toujours une vie exigeante. Dangereuse, aussi. Pas vraiment idéale pour fonder une famille. La diplomatie non plus, dis-je doucement. Un autre genre de danger. » La fourchette d'Ethan se figea en l'air. Margaret toussa. Richard eut un petit rire poli. Touché. Il changea de langue, parlant en allemand à un ami de la famille à l'autre bout de la table. Mes oreilles captaient chaque mot. J'avais passé des mois à travailler avec des agents allemands lors de missions de l'OTAN. Comprendre leur langue m'avait sauvé la vie plus d'une fois. Zuc, dit-il, elle est jolie, mais elle a l'air vulgaire. C'était calme, assez bas pour qu'il pense que je ne le remarquerais pas, mais je l'ai fait. Et pendant un instant, j'ai ressenti cette vieille piqûre,
celle que toute fille de la classe ouvrière ressent face à un homme qui mesure la valeur à l'héritage. Je posai mon verre de vin, souris, et dis en allemand parfait, parfois le costume trompe plus que la robe. La pièce se figea. Les sourcils de Richard se levèrent. Les invités clignèrent des yeux. Ethan regarda entre nous comme un homme observant une mèche brûlée. Puis je levai mon verre à nouveau, pris une petite gorgée et continuai la conversation comme si rien ne s'était passé. Le dîner avança difficilement après cela. Le tintement des fourchettes devint hésitant. La conversation revint, maladroite et forcée. Margaret me demanda à propos de mes parents. Mon père tient un petit garage automobile à Des Moines, dis-je. Il m'a appris à reconstruire un carburateur avant que je ne puisse conduire. Ah, marmonna Richard, autodidacte alors? Le mot autodidacte sonnait comme une insulte. Je le regardai droit dans les yeux, fièrement. Oui. Il ne répondit pas. Au dessert, Ethan était pâle. Le tiramisu resta intact. La soirée s'éternisa comme une mission qui tourne mal. Pas d'ennemi visible, juste une hostilité subtile dans l'air. Quand ce fut enfin terminé, je me levai et les remerciai pour le dîner. Ma voix était calme, ma posture droite, mon ton respectueux. Merci, monsieur et madame Whitmore. Le repas était merveilleux. Richard hocha la tête avec raideur. Bien sûr, toujours bon de rencontrer la famille avant que les engagements ne soient pris. La façon dont il prononça engagement importait le poids d'un signe implicite. Je me tournai pour partir, mais m'arrêtai à la porte. Mon reflet fut capté dans une photographie encadrée. Richard serrant la main d'un général étranger. Tout sourire, les médailles scintillantes, et soudain je n'étais plus en colère. J'étais juste déçu. Sur le chemin du retour, les lumières de Boston floutaient le pare-brise. Je repassais ces mots encore et encore. Elle a l'air vulgaire. J'avais été insulté par des seigneurs de guerre, ignoré par des commandants et sous-estimé par des hommes 2 fois plus capables que lui. Rien de tout cela n'avait autant piqué. Parce qu'il ne s'agissait pas de pouvoir. Il s'agissait de place. Et pour la première fois, je réalisais que je n'avais pas besoin d'appartenir à son monde. J'avais déjà gagné le mien. Quand je me suis garé, Ethan m'a envoyé un SMS, désolé pour ce soir. Il est juste vieux jeu. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses avant d'écrire finalement, ne t'excuse pas pour quelqu'un qui n'est pas désolé. Puis j'ai éteint mon téléphone, me suis assise en silence, et ai laissé le bourdonnement de la ville m'entourer. Cette nuit-là, je sortis une vieille photographie d'un tiroir, mon père et moi couverts de graisse, après avoir reconstruit une moto. Son écriture au dos, ne laisse personne te dire ce que tu vaux. Montre-leur. Je souris. Le genre de sourire qui ne vient pas de la victoire, mais de la compréhension de la bataille que l'on n'a plus besoin de mener. Demain apporterait la clarté, d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, je me chuchotais simplement. Il a parlé allemand. J'ai parlé dignité. Le lustre bourdonnait, et personne ne bougeait. Une mèche de bougie crépita. Une goutte de cire roula comme une larme lente. Je sentais la pièce peser ma phrase. Richard se ressaisit le premier. Il leva son verre, non pour trinquer, mais pour cacher la façon dont sa bouche se serrait. Vous parlez allemand, dit-il en anglais, comme s'il étiquetait un spécimen. J'ai appris parce que j'en avais besoin, dis-je. Les gens vous écoutent différemment quand vous faites l'effort. Il hocha la tête une fois, la plus petite concession qu'un homme fier puisse offrir. Les yeux de Margaret s'adoucirent, puis se retirèrent. Ethan était tout en excuses sans parole. Le dîner reprit techniquement. Les couteaux s'entrechoquaient sur la porcelaine fine, mais la musique avait quitté la pièce. Le quatuor au haut-parleur appartenait à une autre fête, une autre maison où personne n'avait blessé personne. Richard tenta une conversation légère. Alors dites-moi, Harper, que signifie exactement officier de renseignement? Analyse de dossier. Parfois, cela signifie des cartes et des délais, dis-je. Parfois, cela signifie mettre un nom sur une voix à la radio que vous ne pouvez pas voir. Parfois, cela signifie traduire ce qu'un homme veut vraiment dire quand il essaie de ne pas le dire. Ethan grimpa, mais je gardai mon ton doux. Je n'étais pas là pour gagner. J'étais là pour tenir la ligne. Un ami aux cheveux argentés, à l'autre bout de la table, s'aventura un sourire.
vous devez avoir des histoires. J'en ai, dis-je. La plupart appartiennent à des gens qui n'ont pas eu de place à une table comme celle-ci. Personne n'eut de réponse. Le café arriva. Je refusai le vin et demandai de l'eau, la clarté d'abord, la célébration après. Richard fit tournoyer son verre comme pour me rappeler à quoi ressemblaient le coup et le pédigré lorsqu'ils étaient versés. Parlez-moi de votre famille, dit Margaret, assez gentille, mais enveloppée de papier d'inspection. Mon père tient un garage à Des Moines, dis-je. Maman a enseigné la 2e année jusqu'à ce que ses genoux lâchent. Nous n'avons pas pris beaucoup de vacances. Nous réparions des choses et apportions des plats aux voisins. Col bleu, dit Richard rapidement, presque avec soulagement, comme si l'étiquette expliquait le reste. Qualifié, dis-je, et généreux. L'ami ricana pour adoucir. Nous avons besoin des deux sortes dans ce pays, n'est-ce pas? Gentillesse qui piquait quand même. Ethan posa sa fourchette. Papa, nous avons invité Harper pour qu'elle se sente la bienvenue. Richard lui lança le regard du diplomate. Et elle l'est. J'essaie simplement de comprendre la vie qu'elle choisit. Le service militaire est admirable. Il est aussi dévorant. Le mariage exige une présence. Il orienta la dernière phrase vers moi. C'est vrai, dis-je. Cette famille aussi, je crois. Il soutint mon regard. On pouvait presque entendre l'horloge d'échec entre nous. Margaret combla le fossé. Ethan dit que vous êtes bénévole à l'hôpital des anciens combattants. C'est vrai, dis-je. De la paperasse, lire à des gens, parfois juste s'asseoir. Une compagnie tranquille peut être un médicament. Son visage changea. Mon père disait ça. Murmura-t-elle. Il a servi en Corée. Nous avions une mince bande de terrain d'entente. Rude mais réelle. Richard s'écarta d'abord. Le mariage, dit-il sèchement. Avez-vous envisagé de le reporter? Le cabinet d'Ethan note une possible rotation à l'étranger. Papa, prévint Ethan. Je posai ma serviette à plat et net. Si reporter donne la paix à votre famille, j'en discuterai avec votre fils en privé. Pendant une seconde, je vis non pas un diplomate, mais un père peu habitué à la négociation. La paix vient de la certitude, dit-il. Ma préoccupation est la stabilité. La vie que vous avez choisie, lieutenant commandé, n'est pas stable. Je pensais aux cartes d'inondation empilées sur mon bureau à la base. Les numéros de téléphone des sous-sols d'église qui deviennent des abris, les listes des proches qui vivent dans les tiroirs du bas. La stabilité, dis-je, est une promesse que les gens se font les uns aux autres. Les emplois vont et viennent. Les fortunes aussi. Les promesses. C'est le fondement. Margaret ferma les yeux. Ethan étudia la nappe. L'ami fit teinter sa cuillère. Le gâteau est magnifique, dit-il, désignant une confiserie sur le buffet. Pâte d'amandes importées. La tentative de sauvetage ne tint pas. Richard repoussa sa chaise. Harper, voudriez-vous me rejoindre au bureau? Une phrase comme une assignation à comparaître. Ethan commença à se lever. Richard l'arrêta de 2 doigts. Juste Harper. Je le suivis devant des portraits à l'huile de personnes qui n'avaient jamais eu à se soucier du loyer. Le bureau sentait le cuir et les livres de diplomatie qui passaient bien à la caméra. Un globe de la taille d'une petite lune, des récompenses qui captaient la lumière. Il ne s'assit pas. Vous m'avez embarrassé, dit-il. Non, dis-je, vous vous êtes embarrassé vous-même. J'ai refusé de le porter pour vous. Vous auriez pu l'ignorer. J'ai ignoré pire quand la mission l'exigeait, dis-je, ce n'était pas une mission. C'était votre table. Il prit une inspiration. Je ne vous déteste pas. C'est bien, dis-je, parce que je n'ai pas besoin de votre sympathie pour tenir ma parole à votre fils. Ce dont j'ai besoin, c'est de respect. Le vôtre est facultatif. Le mien ne l'est pas. Il fixa le globe. Vous et moi sommes nés dans des pays différents. Même pays, dis-je. Différents quartiers. Un bref sourire honnête. Vous êtes rapide. Je suis entraîné. Nous ne sommes pas une famille cruelle, dit-il plus doucement. Nous sommes prudents. Les gens prudents testent les choses avant de leur faire confiance.
J'ai été testé par de meilleurs, dis-je, puis j'adoucis. Vous n'avez pas à aimer ma robe, mais vous devez dire la vérité à votre propre table. Il expira, le son d'un homme à qui l'on avait donné son reflet alors qu'il avait demandé un miroir. Un petit hochement de tête. Pas une concession, une reconnaissance. Nous sommes revenus. Une part de gâteau attendait à ma place. Margaret nous regardait avec une inquiétude qu'elle ne pouvait cacher. Les doigts d'Ethan tambouraient sur la rampe de la chaise, code morse pour « s'il vous plaît », que ça se termine bien. Richard leva son verre. À la famille, dit-il, et au travail de la compréhension. Pas une excuse, mais une direction. Nous l'avons prise. La conversation a glissé vers la logistique, les plans de table, les horaires des navettes, les aspects pratiques qui sauvent une nuit de trop de signification. Margaret m'a interrogé sur la robe de ma mère. Je l'ai décrite, et l'admiration a remplacé l'envie. L'ami a raconté une histoire où il s'était perdu en Oklahoma avant le GPS, et pendant quelques minutes, nous étions une table d'Américains échangeant des récits de voyage. Quand le café est revenu, j'ai accepté. Décaféiné, si vous en avez, dis-je. La femme de ménage hocha la tête avec un petit sourire. Domestique ordinaire, plus ancienne que la fierté. Alors que nous nous levions pour partir, Richard tendit la main. Je la pris. Sa paume était chaude. La poignée de main mesurée. Nous parlerons davantage demain, dit-il. Ou pas, répondis-je. Quoi qu'il en soit, le mariage est entre votre fils et moi. Il inclina la tête. Compris. Dehors, l'air avait le goût de la pluie qui n'avait pas encore décidé. Ethan m'a raccompagné à la voiture. J'aurais dû l'arrêter, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, il aurait dû s'arrêter lui-même. Nous sommes restés un instant, le moteur ronronnant. Tu veux toujours te marier demain, a-t-il demandé. Je veux t'épouser, ai-je dit. Mais je n'épouserai pas le mépris. Décide ce pourquoi tu es prêt à te battre. Appelle-moi avant minuit. Il me toucha la main, puis la lâcha. Je t'aime. Je sais, dis-je. Fais en sorte que ça signifie quelque chose. Je conduisis avec la fenêtre entr'ouverte. Les briques de Boston exhalaient la journée. À un feu rouge, j'observais un père hisser un enfant endormi devant un magasin de glace. L'enfant laissa tomber sa cuillère. L'homme rit, embrassa les cheveux collants. Rien de cher. Tout précieux. De retour à la maison, j'ai accroché la robe, aligné les chaussures, fait bouillir de l'eau pour le thé. J'ai écrit une note, les promesses sont le fondement. J'ai éteint la lumière de la cuisine et laissé l'appartement se calmer. Mon téléphone est resté face cachée jusqu'à ce que son écran illumine la pièce à 23h57. C'était Ethan. L'écran brillait dans l'obscurité. 23h57, appel entrant, Ethan. Je le laissai sonner une fois avant de répondre. Harper. Sa voix était plus douce que d'habitude, dépouillée de confiance. Papa est contrarié. Il pense que ce soir a dégénéré. Dégénéré, répétai-je, fixant le reflet des lumières de la ville dans la fenêtre. Tout ce que j'ai fait, c'est lui répondre dans sa langue. Il ne le pensait pas comme ça. Alors comment le pensait-il? Il y eut une pause, le genre qui vous dit que la vérité est pesée contre la loyauté. Il a dit que tu l'avais embarrassé devant ses collègues. Et peut-être pourrais-tu t'excuser demain, juste pour arranger les choses avant le mariage. Je fermai les yeux. Tu veux que je m'excuse d'être bilingue? Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis, Ethan? Il soupira. Je veux juste la paix. La paix, répétai-je. C'est drôle. Certaines personnes passent leur vie à se battre pour elle. D'autres se contentent d'éviter l'inconfort et appellent ça la même chose. La ligne est restée silencieuse. Finalement, il a murmuré, peut-être devrions-nous reporter. Juste une semaine ou deux. Peut-être, ai-je dit. Dors là-dessus. Puis j'ai raccroché. Le matin est venu, gris et froid. Le genre d'aube à Boston qui sent le métal et la marée. J'ai préparé du café, non pour le réconfort, mais par routine, quelque chose de prévisible dans un monde qui ne l'était plus soudainement. Les nouvelles passaient en fond sonore, le trafic,
la politique, un bref segment sur le centre de coordination des secours de la marine se préparant pour la saison des ouragans. Ils ont montré des images de Norfolk, des camions en train d'être chargés, des marins en ciré. J'ai reconnu la base avant que le commentateur ne prononce le nom. C'était mon équipe, il y a 2 mois. Nous avions sorti 39 civils d'une maison de retraite inondée avant que la digue ne cède. Personne ne s'était soucié de l'uniforme que je portais alors, ni de ce que mon père faisait dans la vie. Là-bas. La valeur se mesurait à ce que vous pouviez soulever, réparer ou sauver. J'ai éteint la télévision. Le contraste semblait trop net. À 10 heures, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message de Margaret. Harper, j'espère que vous vous reposez. Richard a peut-être parlé trop durement. Il regrette la façon dont la soirée s'est terminée. Veuillez lui donner du temps. J'appréciais l'effort, même s'il était enveloppé de diplomatie. J'ai tapé une courte réponse. Merci, Madame Whitmore. Je comprends. Puis, j'ai fait un petit sac de sport. Non pas pour fuir, juste par habitude. Un officier s'il ne reste jamais impréparé. Quand je suis sorti, l'air était vif. Ma voisine, Madame Grant, institutrice à la retraite, veuve depuis 15 ans, m'a fait un signe de la main depuis son porche. Bonjour, lieutenant. Bonjour, madame. Vous avez l'air d'avoir des pensées lourdes, dit-elle. Je souris faiblement. Dîner de famille. Vous savez comment ça se passe. Elle ricana. Oh, ma chère. J'ai enseigné pendant 30 ans lors de réunions parents-professeurs. J'ai vu toutes les nuances de la fierté. Parfois, il faut juste quelques contusions pour faire mûrir l'humilité d'un homme. Ces mots restèrent plus longtemps qu'elle ne le savait. Cet après-midi-là, je suis allé à l'hôpital des anciens combattants de South Boston. Les couloirs sentaient l'antiseptique et le courage tranquille. J'ai lu à voix haute à un vétéran aveugle nommé Frank, qui avait servi au Vietnam. Ses mains tremblaient lorsqu'il tournait des pages imaginaires. Mademoiselle Harper, dit-il, vous avez l'air fatiguée aujourd'hui. Je le suis, admis-je, fatigue de dîner. Il ricana. Ah, le genre dangereux. Les gens ne meurent pas dans cela, mais ils perdent certainement quelque chose. Le respect, dis-je. Il hocha la tête lentement. Le père de ma femme lui a dit un jour que je n'étais pas une compagnie convenable pour leur fille. Devine ce que j'ai fait. Quoi? Je l'ai épousée quand même. 52 ans. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis, ai-je demandé. La guerre ne l'a pas fait. Les médailles ne l'ont pas fait. Le temps l'a fait. Il a survécu à sa fierté. Et puis il m'a appelé mon fils et point. À ce moment-là, je n'avais plus besoin de l'entendre. Je souris. Ça me dit quelque chose. Vous, les gens de la marine, dit-il, vous avez appris la patience. C'est la moitié de la guerre. Et l'autre moitié, c'est de savoir quelle bataille ne mérite pas votre attention. En rentrant, le ciel s'est ouvert, une pluie lente et régulière qui a brouillé les contours de tout. Je me suis arrêté près du port, regardant les vagues claquer contre les rochers. Quelque part là-bas, des navires roulaient dans l'obscurité, des hommes et des femmes veillant sans se plaindre. Il m'est apparu alors à quel point le courage prend des formes différentes selon l'endroit où l'on se trouve. Certaines personnes le voient dans les discours, d'autres dans le silence. J'ai éteint les essuie-glaces, fermé les yeux et laissé le son de la pluie remplir la voiture. Peut-être que c'était ça, non pas une perte, mais une leçon. Le lendemain matin, Ethan n'a pas appelé, mais sa mère l'a fait. Harper, ma chère, Ethan est bouleversé. Il dit que vous avez besoin d'espace. Je suis d'accord, ai-je dit. Je suis vraiment désolé, a-t-elle ajouté. Richard peut être traditionnel. C'est un mot pour le dire. Elle hésita, puis demanda doucement, aimez-vous mon fils? Oui, ai-je dit sincèrement. Mais l'amour n'est pas un uniforme. Il ne peut pas tout couvrir. Son soupir fut doux, presque un murmure. J'espère qu'il apprendra cela plus tôt que son père. Moi aussi. Les jours passèrent. Je suis retourné en service à Norfolk, les ordres de rotation étaient arrivés plus vite que prévu. Mon coéquipier avait l'air surpris de me voir volontaire. Tu n'avais pas un mariage qui s'annonçait, Lan?
Reporté, monsieur. Le temps est plus prévisible, a-t-il souri. Bien reçu. Bienvenue à la maison. La maison était un bureau gris acier à l'intérieur d'un hangar qui bourdonnait de générateurs. Des cartes en papier tapissaient encore les murs. Nous ne faisions pas confiance au numérique seul. La saison des tempêtes arrivait tôt, et avec elle, le chaos. Le travail me calmait. Logistique, horaire, itinéraire de secours, des choses concrètes qui ne dépendaient de l'approbation de personne. Cette nuit-là, je me suis couché à la base. La pluie est tombée plus fort, frappant le toit métallique comme du code Morse. Je suis resté éveillé, pensant à Ethan, sa décence douce piégée sous des générations de fierté. Je ne le détestais pas. Je ne pouvais simplement pas le suivre dans le silence. La semaine suivante apporta des nouvelles, une tempête approchant de l'Atlantique, plus forte que prévu, coupant le courant à la moitié de la côte. Notre unité se mobilisa. Nous avons travaillé toute la nuit, installant des tentes de commandement et des grilles d'évacuation. À 3 heures du matin, un appel crépita à la radio. Maison de retraite civile inondée, route d'accès, plusieurs piégés. Je me suis porté volontaire avant qu'il n'ait fini la phrase. À l'aube, nous avions évacué 48 résidents à travers de l'eau jusqu'aux genoux. Un homme serrait une photo de sa femme pendant tout le temps. Un autre ne cessait de remercier les garçons, sans se rendre compte que l'un de ces garçons était une femme en bottes de combat trempées. Lorsque le dernier patient fut hissé dans l'ambulance, le soleil perça comme une miséricorde. Je restais là, trempé et épuisé, mais en paix. 3 jours plus tard, une équipe de nouvelles locales a diffusé des images de cette mission. Ils m'ont filmé, casque enlevé, boue sur le visage, donnant des ordres avec un calme que je ne ressentais pas. La légende disait, officier des Navy SEALS dirige un sauvetage nocturne à la base de Norfolk. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que mon téléphone se mette à vibrer de nouveau. Texto, appel, numéro manqué. L'un venait d'Ethan. J'ai vu le reportage. Fier de toi. On peut parler? Un autre, inattendu, de Margaret Whitmore. Vous avez été remarquable. Richard a regardé les nouvelles 3 fois. Je fixais ce message un long moment. Quelque part, dans une maison pleine de marbre et de lustre, un homme qui m'avait jadis traité de vulgaire me regardait sortir des étrangers des eaux de crue. Et peut-être, juste peut-être, apprendre une nouvelle langue. L'invitation arriva 3 jours plus tard. Papier épais crème, gaufret d'or, comme si rien ne s'était passé. Le dîner de répétition Whitmoreland. Samedi, 18h. Boston Harbor Club. Je la fixai longtemps avant de la glisser à la poubelle. Mais la vie, comme la marine, a le don de vous ramener aux affaires inachevées. Le lendemain matin, Ethan appela. Harper, dit-il doucement. S'il te plaît, viens. Papa veut te parler. Il est différent. Différent comment? Il a regardé les images de Norfolk en boucle. Il m'a dit qu'il ne savait pas que tu étais toujours en service actif. Il pourrait vouloir s'excuser. Pourrait. Ce mot resta en suspens, comme un ordre inachevé. Une partie de moi voulait quand même le voir, non pas par vengeance, mais pour tourner la page. Alors j'ai accepté. Samedi soir, je me tenais devant mon placard, mes doigts effleurant la manche de mon blazer marine. Puis je m'arrêtai. Non, pas ce soir. Je ne voulais pas que l'uniforme parle pour moi. À la place, je choisis une simple robe bleu marine, modeste, aux lignes nettes, le genre de vêtements qui disait « discipline sans grade ». Le Boston Harbor Club brillait comme un navire à l'ancre, ses murs de verre reflétant le coucher de soleil sur l'eau. À l'intérieur, rire, couvert et la musique étudiée de la richesse. Ethan me rencontra à l'entrée. Son soulagement semblait presque douloureux. « Tu es venu? » « Oui, dis-je. » « Passons à travers. » Il tenta de sourire. « Papa est plus silencieux ces derniers temps. Ce sera un agréable changement. » Lorsque nous entrâmes, la pièce se tourna légèrement, comme toujours quand quelqu'un d'inattendu entre. Margaret fut la première à s'approcher. Elle me prit les mains doucement. « Harper, c'est merveilleux de vous voir, dit-elle, sa voix plus douce qu'auparavant. Vous êtes ravissante. Merci, Madame Whitmore. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
Richard est dans le coin. Il a demandé à vous parler en privé avant le dîner. Ethan me serra le bras. Je serai juste là. J'acquiesçai et traversai la pièce. Richard se tenait près de la fenêtre, regardant le port. Le reflet du crépuscule ondulait sur son visage, le même visage qui m'avait jadis regardé de haut comme un juge. « Commandant Lannes, dit-il, se tournant avec un léger sourire. « Où est-ce lieutenant commandé ?»« Lieutenant commandé, dis-je, mais ce soir, juste Harper. » Il hocha la tête. « Harper alors ?» Une longue pause, du genre qui demande la grâce avant que les mots n'arrivent. « J'ai vu la diffusion, commença-t-il, le sauvetage à Norfolk. C'est vous qui avez dirigé ça ? » Oui, monsieur. Sa gorge travailla une fois avant qu'il ne dise « Je vous ai mal jugé ». J'attendis. J'ai confondu le calme avec la faiblesse, continua-t-il. C'est une habitude chez les hommes de ma génération. Nous pensons que le bruit équivaut à la force. Ce n'est pas le cas, dis-je. Non, admit-il. Ce n'est pas le cas. Il fit un geste vers le port. Ma première affectation à l'étranger était à Berlin, en 1979. Je pensais comprendre le courage, mais je n'ai jamais été dans l'eau montante avec des vies qui dépendaient de moi. Vous l'avez fait à votre manière, dis-je. La diplomatie sauve aussi des gens, juste pas toujours visiblement. Il sourit faiblement. Je ne suis pas sûr que les gens de mon genre aient jamais risqué grand-chose au-delà de l'embarras. Je l'étudiais. Cet homme qui avait manié le langage comme une arme, maintenant tâtonnant pour la paix. L'embarras peut noyer une âme plus vite que l'eau, dis-je. Il me regarda dans les yeux, puis me laissa nager. Ce n'était pas une excuse en parole, mais c'en était une dans le ton. Je ne garde pas rancune, monsieur Whitmore, dis-je. Juste des souvenirs et des leçons. Il hocha la tête. J'aimerais apprendre les deux. Lorsque nous sommes revenus dans la pièce principale, Ethan expira, visiblement soulagé. Le dîner commença, et pour la première fois, la conversation ne ressemblait pas à un duel. Quelqu'un porta un toast au service et à la famille. Le verre de Richard s'inclina vers moi. Margaret ajouta doucement, et l'humilité. La salle ricana doucement, et je me laissai sourire. Mais la paix, comme la marée, ne reste jamais immobile très longtemps. À mi-chemin du dessert, l'un des partenaires d'Ethan, un homme suffisant avec le genre de charme qui se gâte vite, leva son verre. À Ethan et Harper, dit-il, ce que la marine gagne, Boston le perd. Rire, je souris poliment. Il continua, alors dites-nous, commandant, comment une SEAL se retrouve-t-elle avec un avocat? Je veux dire, vous vivez dans des mondes différents. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Richard coupa court. Ils vivent dans le même maintenant, un monde bâti sur le service. Le partenaire rit maladroitement. Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais rien dire par là. Mais quelque chose dans la pièce avait changé. La hiérarchie s'était aplanie. Pour une fois, Richard ne regardait pas de haut. Après le dîner, Ethan me raccompagna sur la terrasse. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, dit-il. Mais merci. Je n'ai pas dit grand-chose, répondis-je. Il a juste enfin écouté. Ethan hocha lentement la tête. Je lui ai dit que j'avais failli te perdre. Failli? Je le taquinai. Il me prit la main. Ça pourrait encore arriver si tu le veux. Je regardais le port, pensant à toutes les tempêtes que j'avais traversées en uniforme et hors uniforme. Je ne fuis pas les choses difficiles, dis-je. Mais je ne reste pas là où je ne suis pas respecté. Il resserra sa prise. Alors construisons le respect, non seulement pour toi, mais entre nous tous. Mon père veut organiser quelque chose après le mariage, quelque chose pour les anciens combattants. Il a dit qu'il était temps que sa famille rende service. Cela me prit au dépourvu. Il a dit ça? Oui, il l'a fait. C'était peut-être de la culpabilité. Peut-être de la croissance. De toute façon, c'était un mouvement dans la bonne direction. Tandis que la nuit se terminait, Richard s'approcha de moi une dernière fois à la porte. Harper, dit-il, il y a un vieux dicton allemand, Ergebür. Je souris. À chacun selon son mérite. Il hocha la tête. Exactement.
Puis il tendit de nouveau la main, mais cette fois il ajouta un discret merci. Je la pris fermement et sûrement. De rien. Ethan passa un bras autour de moi tandis que nous marchions vers la voiture. La brise portait l'odeur du sel et de la ville, nette, honnête, réelle. Demain, murmura-t-il, tout recommence. Demain, répétai-je. Nous le méritons. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des reportages sur les suites de la tempête en Virginie. Des bénévoles civils aidant au nettoyage, du personnel de la marine coordonnant les secours. Le même présentateur qui avait couvert mon histoire de sauvetage lisait maintenant un nouveau titre. Les familles de vétérans s'engagent à soutenir les efforts de secours en cours. Le segment montrait plusieurs donateurs privés se mobilisant et, parmi eux, la Fondation Whitmore. La déclaration de Margaret apparaissait à l'écran. Le service et le sacrifice méritent plus que des mots. Notre famille est honorée d'aider. En dessous, une photo de Richard serrant la main d'un groupe de vétérans devant l'hôpital des anciens combattants. Il avait l'air différent, pas plus jeune, mais plus léger. J'ai éteint la télévision et j'ai souri. Le mariage était peut-être encore incertain, mais quelque chose d'autre était déjà réparé. Certaines dettes ne sont pas payées en argent, elles sont payées en compréhension. Ce soir-là, alors que je faisais mes bagages pour un autre court déploiement, je me suis retrouvé à plier la même robe bleu marine dans mon sac de sport, celle qu'il avait jadis appelée vulgaire. C'est drôle comme le tissu ne change pas, seulement les yeux qui le voient. Le lendemain matin commença par une voix familière à la radio, le ton grave et régulier d'un présentateur de journal du matin. Dans les titres nationaux d'aujourd'hui, une officière des Navy Seals des États-Unis, la lieutenant-commandant Harper Lane, a mené un sauvetage héroïque lors des inondations de Norfolk la semaine dernière, sauvant 48 civils et membres du personnel hospitalier. Mon café devint froid dans ma main. Ils ont même prononcé mon nom correctement. Pour une fois, personne n'a demandé qui était mon père, où j'avais fait mes études, ou si je faisais l'affaire, juste ce que j'avais fait. À midi, l'histoire était partout. Des extraits de la mission, visages flous, caméras embarquées, bateaux de sauvetage fendant l'eau noire, passaient sur tous les grands réseaux. Les images montraient notre équipe jusqu'à la taille dans le chaos, les lampes de poche transperçant la pluie. Ma voix se faisait entendre faiblement à travers le grésillement. Allez, allez, allez. Déplacez-les vers des terrains plus élevés. Je n'avais pas réalisé qu'ils avaient capté ce moment. En milieu d'après-midi, ma boîte de réception débordait. Vieux amis, camarades de bord, des gens de l'Iowa dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Et puis parmi eux, un court email de Margaret Whitmore. Objet, vous avez été extraordinaire. Richard a regardé les nouvelles. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a été silencieux toute la matinée. Juste pensif. Je pense que quelque chose a changé. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte, mon nom écrit d'une main d'homme soigné et inconnu. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée, du papier épais, un léger parfum de Cologne. Commandant Lane, je vous dois des excuses que les mots ne peuvent équilibrer, mais je commencerai quand même. En regardant ces reportages, j'ai réalisé que j'avais passé trop de temps à mesurer les gens par l'héritage au lieu de l'intégrité. C'était de l'arrogance déguisée en tradition. Vous n'avez pas seulement sauvé des vies lors de cette inondation. Vous avez sauvé la mienne d'une sorte de cécité. Merci de m'avoir permis de voir, Richard Whitmore. Je suis resté assise longtemps, la lettre tremblante dans ma main. J'avais fait face à des hommes qui m'avaient tiré dessus sans peur. Mais cette humble humilité, ce courage fragile d'un vieil homme, m'a presque brisé. Pour la première fois depuis des jours, j'ai pleuré. Pas de douleur, mais de libération. Ce n'était pas une victoire. C'était la paix. 2 jours plus tard, mon commandant m'a appelé à son bureau. Lane, dit-il, le Pentagone veut que quelqu'un représente l'équipe de secours de Norfolk au prochain gala de charité des vétérans à Washington. Vous êtes volontaire. J'ai levé un sourcil. Volontaire, monsieur. Il sourit. Vous vous habillez mieux que la plupart d'entre nous. Et ils veulent une voix féminine au podium. Oui, monsieur, dis-je, cachant ma nervosité sous l'habitude. J'avais fait face à des tirs, survécu à des tempêtes et débattu avec des amiraux. Mais l'idée de me tenir devant un microphone dans une salle de bal pleine d'étrangers, c'était une autre sorte de bataille. Le gala s'est tenu à l'hôtel Mayflower, lustre, rideaux de velours,
l'odeur de l'argent essayant de prouver qu'il se souciait. La foule était pleine de politiciens, de chefs d'entreprise et d'officiers à la retraite. Quand je suis arrivé, le coordinateur m'a remis l'itinéraire. J'ai jeté un coup d'œil à la liste des sponsors et je me suis figé. Fondation Whitmore. C'était là, imprimé clairement parmi les principaux donateurs. J'expirais lentement, bien sûr. La vie n'envoie pas de coïncidences, elle envoie des rappels. Je pris place vers l'arrière, entouré de rires et de champagne. De l'autre côté de la pièce, je les aperçus. Richard et Margaret, vêtus d'une élégance discrète. Ils semblaient plus minces mais plus calmes. Leurs yeux me trouvèrent. Il fit un petit signe de tête. Pas le même geste autoritaire qu'avant. Cette fois, un signe de respect. Quand le maître de cérémonie a enfin prononcé mon nom, je me suis dirigé vers la scène dans ma robe blanche d'uniforme, polie, formelle, celle que je n'avais pas portée depuis l'Afghanistan. Les applaudissements ont été polis au début, puis ont augmenté. Pas bruyants, pas sauvages, juste chaleureux, honnêtement humains. J'ai ajusté le microphone et j'ai commencé, « Bonsoir. Je m'appelle lieutenant-commandé Harper Lane, marine des États-Unis. Il y a quelques semaines, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, aidant des étrangers à monter dans des bateaux de sauvetage. Ce soir, je me tiens ici, au sec, au chaud, et reconnaissante parce que des centaines d'autres ont fait leur travail pour que nous puissions tous rentrer chez nous. Les gens demandent ce que ça fait de diriger une mission comme celle-là. La vérité est que le leadership n'est pas bruyant. C'est écouter quand les autres paniquent. C'est faire preuve de calme jusqu'à ce que le calme devienne contagieux. La pièce est restée silencieuse, écoutant. J'ai continué, nous portons tous des uniformes d'une sorte ou d'une autre. Certains disent marine, certains disent police, certains disent père ou mère ou enseignant. Ce qui compte n'est pas ce que nous portons. C'est qui nous servons. Les applaudissements ont suivi. Doux mais réel. Puis j'ai terminé. Mon père m'a dit un jour, ne laisse personne te dire ce que tu vaux. Montre-leur. Je pense qu'il avait raison. La salle se leva. Après l'événement, alors que les gens discutaient, Richard s'approcha. Il regarda l'uniforme un peu différemment cette fois, non pas comme une nouveauté, mais comme un miroir. Vous parlez mieux que la plupart des diplomates, dit-il doucement. Des formations professionnelles, ai-je répondu. Il sourit. Vous savez, ma fondation a commencé comme un fonds de bourse d'études. Je pense qu'il est temps qu'elle inclue les vétérans, en particulier les femmes qui retournent à la vie civile. Envisageriez-vous de nous conseiller? J'ai cligné des yeux. Vous êtes sérieux? Entièrement, dit-il. J'aimerais comprendre un monde que j'ai autrefois ignoré. Je l'ai étudié un instant, puis j'ai tendu la main. J'y réfléchirai. Il l'a serré. Juste, cependant. J'espère que vous direz oui, quelle que soit la langue. Ce soir-là, je suis rentré en voiture le long du Potomac, fenêtre baissée, les lumières de la ville défilant comme des applaudissements silencieux. J'ai pensé à Ethan, qui m'avait envoyé un SMS plus tôt dans la journée. Fier de toi. Papa dit à tout le monde qu'il connaît un SEAL qui parle 5 langues. Je pense que tu l'as brisé de la meilleure façon. Je n'ai pas répondu, pas encore. Certaines choses avaient besoin de silence pour repousser correctement. Quand je suis rentré, j'ai plié la veste blanche de cérémonie sur une chaise et j'ai relu la lettre de Richard une fois de plus. Le papier était froissé, usé, mais honnête. Les gens comme lui disent rarement désolé, ils agissent. Et peut-être que c'est mieux, car au final, je n'avais pas eu besoin de son humiliation ni de ses louanges, juste de sa reconnaissance que le respect n'est pas de la charité, c'est un devoir. Avant de me coucher, je suis allé sur le balcon. La brise nocturne portait le doux bourdonnement de la ville, des rires, des sirènes, de la vie. Quelque part, j'imaginais un père racontant à son fils l'histoire de la femme qui lui avait jadis répondu dans un allemand parfait, non pas pour l'embarrasser, mais pour lui rappeler que certaines leçons s'apprennent mieux en traduction. La semaine suivante passa comme un calme après la tempête. Pas de tempête, pas de dîner, juste de l'espace. Le numéro d'Ethan apparaissait sur mon téléphone chaque soir, et chaque soir je le laissais s'estomper vers la messagerie vocale. Ces messages restaient gentils mais maladroits. Peut-on recommencer? Papa est un homme différent maintenant. Maman veut te voir. Je ne l'ignorais pas par dépit.
J'avais juste besoin d'une distance suffisante pour être sûr que ce que je ressentais n'était pas de la colère. Quand on a servi assez longtemps, on apprend le danger de la réaction. Le premier coup n'est pas toujours celui qui gagne le combat. C'est celui qui vous apprend quand rester stable. Vendredi matin, je me suis arrêté à l'hôpital des anciens combattants avant de retourner à la base. Les bénévoles rassemblaient des fournitures pour un programme de sensibilisation, des couvertures, des articles de toilette, des lettres. « Commandant Lannes », dit le directeur en souriant. « Du courrier pour vous. » Il me tendit une lourde enveloppe scellée à la cire, le genre que les gens utilisaient avant que les emails ne remplacent les excuses. À l'intérieur se trouvait une note écrite d'une écriture familière et bouclée. « Cher Harper, je suppose que vous avez reçu la lettre de Richard. Il m'a demandé de ne pas envoyer celle-ci, mais je pense que vous méritez les deux voix. Pendant des années, je suis restée silencieuse pendant que l'orgueil de mon mari parlait pour la famille. En vous observant cette nuit-là, la façon dont vous vous êtes comporté, la façon dont vous lui avez répondu sans cruauté, cela m'a rappelé ce à quoi ressemble la grâce lorsqu'elle refuse de plier. Il n'est plus le même homme. Vous l'avez changé. Nous savons tous les deux que les mots peuvent blesser. Maintenant, il apprend qu'ils peuvent aussi guérir. Si jamais vous nous pardonnez assez pour partager un nouveau dîner, notre table sera ouverte. Pas de langue, pas de test, juste la famille. Avec amour, Margaret. Je suis resté dans le couloir un moment, laissant le papier reposer contre ma paume. L'odeur du désinfectant se mêlait au léger parfum de la lettre, lavande, à l'ancienne, authentique. Quand je l'ai replié dans l'enveloppe, mes mains ne tremblaient plus. Cet après-midi-là, Ethan est apparu à la base. Je l'ai vu à travers la fenêtre avant que les gardes du portail n'appellent. Il portait des vêtements civils. Pas d'arrogance, juste de l'épuisement. Il a attendu que je finisse de briefer l'équipe de secours. Quand je suis enfin sorti, le vent portait le sel et le carburant de jet, un air réconfortant et réel. « Je n'aurais pas dû venir ici sans prévenir », a-t-il dit. « Mais si j'avais demandé la permission, tu aurais dit non. » « Tu n'as pas tort. » Il sourit faiblement. « C'est une première. » Nous sommes restés silencieux, regardant un hélicoptère descendre sur le tarmac. La poussière s'est soulevée, piquant les yeux, nous forçant à plisser les yeux. « Papa écrit des lettres maintenant, » dit-il quand le bruit s'est estompé, à des gens à qui il n'a pas parlé depuis des années, à des vétérans avec qui il a travaillé à l'étranger. Je pense que tu lui as donné le courage de regarder en arrière. Je ne lui ai pas donné de courage, dis-je. Il l'avait déjà. J'ai juste tenu un miroir. Ethan hocha la tête lentement. Il répète ton nom comme une médaille qu'il n'a pas gagnée. Ce n'est pas le but. Je sais, mais ça signifie quelque chose pour lui et pour moi. Je voulais te remercier. J'ai étudié son visage. Il y avait de nouvelles rides, subtiles, qui viennent de la réflexion. Que veux-tu, Ethan ? Il hésita. Une autre chance, non pas pour refaire le mariage, juste pour parler sans les attentes de quiconque dans la pièce. Où, ai-je demandé ? L'hôpital des vétérans, samedi. Maman coordonne une collecte de dons là-bas. Papa vient aussi. Ce n'est pas un piège, je te le promets. J'ai pris une lente inspiration. 1 heure. C'est tout ce que je demande. Samedi matin, le hall de l'hôpital des vétérans bourdonnait d'activités, des bénévoles emballaient des boîtes de soins, des vétérans bavardaient, la lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres. Ça sentait le café et le désinfectant, mais aussi quelque chose de plus pur, de la sincérité. Margaret m'a repéré la première. Elle avait l'air sincèrement heureuse, le genre de joie qui ne se joue pas. « Harper, » dit-elle, me touchant le bras. « Tu es venu. » J'ai dit que je le ferais. Elle a fait un geste vers la table de dons empilée de fournitures. Nous appelons ça Opération Gratitude. Richard a trouvé le nom trop sentimental, mais je lui ai dit qu'il était temps qu'il essaie le sentimental pour une fois. J'ai souri. Il est là, dans la salle de lecture. Quand je suis entré, Richard était assis à une longue table entourée de vétérans. Il aidait un vieux marine à remplir un formulaire de prestation, lisant les petits caractères à haute voix, lentement et avec soin. La scène m'a figé. Non pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de la façon dont il le faisait, avec humilité. Quand il me remarqua, il se leva immédiatement. « Commandant, monsieur. »
Il me fit signe de m'asseoir. J'espère que vous ne dérange pas. J'ai emprunté votre exemple. On dirait que vous l'avez amélioré, dis-je. Il sourit faiblement. Je voulais vous remercier en personne. Non pas le genre de remerciement qui finit en gros titre. Le genre qui signifie que je comprends enfin. J'ai hoché la tête. Vous ne me devez pas ça. Peut-être pas, mais je me le dois à moi-même. Il regarda ses mains. Quand je vous ai traité de vulgaire, je ne parlais pas de votre robe. Je parlais de moi-même, de la petitesse que je prenais pour de la sophistication. C'est un bon début, dis-je doucement. Il ricana. Ma femme dit que l'humilité est le nouveau luxe. Femme intelligente. Il leva de nouveau les yeux, le regard plus stable. Pardonneriez-vous à un vieil homme d'avoir été ignorant? Je l'ai déjà fait, dis-je cette nuit-là à la table du dîner. J'avais juste besoin que vous rattrapiez votre retard. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, portant du café. Vous deux, vous parlez? Nous avons terminé, dis-je. Pour l'instant. Richard se leva et tendit de nouveau la main. Merci, commandant Lannes. Je la serrai fermement. C'est Harper. Il sourit. C'est Richard. Quand il quitta la pièce, Ethan s'attarda. Alors, dit-il doucement. Où allons-nous à partir d'ici? En avant, dis-je. Peut-être pas ensemble tout de suite, mais en avant. Il hocha lentement la tête, l'espèce d'acceptation qui coûte quelque chose. Je prendrai ça, et si la porte s'ouvre à nouveau? Tu frapperas, dis-je. Il rit, toujours. Après leur départ, je suis resté pour aider les bénévoles. Alors que j'emballais des boîtes, une jeune infirmière de la marine a demandé, « Madame, c'était le Whitmore, le diplomate ?» Oui, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Il l'était, mais les gens changent. L'infirmière a souri. Bon à savoir. Quand nous avons eu terminé, le directeur est passé, tenant une petite enveloppe. Ceci vous a été déposé, dit-il. À l'intérieur se trouvait un chèque substantiel et une note pour le fonds de bourse d'études pour vétérans Harper Lannes. Chaque mission mérite un chemin de retour à la maison. RW. Je l'ai fixé, stupéfaite. Il avait pris mon histoire et l'avait transformée en héritage. J'ai glissé la note dans ma poche, me suis murmuré, bon travail, vieil homme. Et je suis retourné travailler. Ce soir-là, je suis allé en voiture jusqu'au rivage. Le soleil plongeait sous l'horizon, le ciel flamboyant d'or et de marine, les mêmes couleurs que mon uniforme. J'ai pensé à la façon dont tout avait commencé par une invitation à dîner, une insulte et un verre de vin. Et comment cela s'était terminé par une lettre, une poignée de main et un respect tranquille. Parfois, les batailles les plus importantes ne se livrent pas à l'étranger. Elles se livrent à table, de génération en génération, entre fierté et humilité. Et quand on les gagne, aucune médaille n'est épinglée. La seule récompense est la paix. Je suis resté assise jusqu'à ce que la dernière lumière s'éteigne. Quelque part à Boston, Richard écrivait probablement encore des lettres. Margaret organisait probablement encore des collectes de soins. Et Ethan, lui, apprenait que l'amour ne se mesure pas à la taille d'un mariage, mais au courage de changer. J'ai jeté un dernier regard sur l'eau et j'ai murmuré, mission accomplie. 2 mois plus tard, je me tenais devant un miroir à l'hôtel Mayflower, encore une fois, cette fois en uniforme de soirée de la marine. La veste me seyait comme la discipline. Les médailles scintillaient sous la lumière chaude, polies mais pas ostentatoires. Ce n'était pas une robe de mariée, mais cela semblait plus honnête. Ce soir-là, il ne s'agissait pas de vœux ou d'excuses. Il s'agissait de quelque chose de plus rare, la compréhension. Le gala de bienfaisance des vétérans avait dépassé toutes les attentes. Plus de 500 invités remplissaient la salle de bal, des militaires, des familles, des donateurs, et même quelques visages que je ne m'attendais pas à revoir. Parmi eux, Richard et Margaret Whitmore, assis ensemble près du devant, le logo de leur fondation fièrement imprimé sur le programme. Leur nom était maintenant suivi d'une ligne indiquant en partenariat avec le Fonds de transition des vétérans Harper Lannes. Je n'avais pas demandé cela. Richard avait insisté. Le maître de cérémonie présenta la soirée, sa voix douce comme celle d'un animateur radio.
Les remarques finales de ce soir seront prononcées par le lieutenant-commandé Harper Lane, division de renseignement des US Navy SEAL, dont l'histoire, comme beaucoup d'entre vous le savent, a inspiré cette fondation à étendre sa mission de soutien. Les applaudissements montèrent, respectueux et chaleureux. Alors que je marchais vers le podium, je vis Richard se lever le premier, puis lentement le reste de la salle suivit, une ovation debout avant que je n'ai prononcé un seul mot. J'ai pris une respiration, stable, délibérée, et j'ai commencé, bonsoir. Je suis honoré d'être ici ce soir, entouré de personnes qui comprennent que le service ne se termine pas quand l'uniforme est retiré. Il y a 2 mois, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, aidant des étrangers à monter dans des bateaux de sauvetage. Ce soir, je me tiens sur un sol sec, non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que d'autres ont tiré avec moi. C'est ça le service, vraiment, tirer ensemble. Je fis une pause, laissant les mots trouver leur place. Le public était silencieux, écoutant comme des soldats écoutent un dernier briefing. Je pensais que le courage signifiait ne jamais craquer, mais j'ai appris que c'est le contraire. Le courage, c'est ce qui arrive se racle la gorge quand nous craquons et choisissons quand même de reconstruire en nous et chez les autres. Une onde de hochement de tête se propagea dans la foule. J'ai vu de la bravoure sur les champs de bataille et dans les hôpitaux, dans les salles de classe et les cuisines. J'en ai vu chez des veuves écrivant des lettres à des étrangers et chez des pères apprenant à dire « j'avais tort ». Parfois, les guerres les plus dures se livrent en silence, de génération en génération, entre fierté et pardon. Mes yeux trouvèrent Richard et Margaret. Ils se tenaient la main. « Je voudrais partager une petite histoire, dis-je. Il y a quelques mois, j'ai été invité à dîner chez une famille. Ça ne s'est pas bien passé. Le public a doucement ri. À ce dîner, quelqu'un a fait une remarque sur mon apparence. Une remarque destinée à rabaisser, prononcée dans une autre langue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je comprenais chaque mot. Rire, puis un silence. Alors, j'ai répondu dans un allemand parfait. La salle rit de nouveau, plus chaleureusement cette fois. Mais ce qui comptait, ce n'était pas la réplique. C'était ce qui venait après. Parce que ce même homme m'a appris plus tard quelque chose que je n'oublierai jamais. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue, non pas de mots, mais d'humilité. On pouvait sentir l'émotion passer de l'amusement à la réflexion. Nous parlons tous des langues différentes. Certains d'entre nous s'expriment à travers les médailles et les états de service, d'autres par le silence, l'amour ou le regret. Mais la seule langue qui nous relie tous est le respect. Les applaudissements ont commencé doucement, puis sont devenus plus forts, plus riches. J'ai terminé par une citation que mon père avait jadis écrite au dos d'une photographie. L'honneur ne se gagne pas en impressionnant les autres. Il se gagne en aidant les autres. Puis je me suis éloigné du microphone. Les applaudissements étaient maintenant retentissants, mais ce qui m'a le plus ému n'était pas le son. C'était Richard. Il s'est levé à nouveau, cette fois spontanément, et a levé son verre. Dans un allemand clair et délibéré, il a dit, puis, passant à l'anglais, à chacun selon son mérite. Il me sourit. Non pas le sourire du politicien, mais celui du père. L'audience le rejoignit, les verres levés. Margaret se pencha vers lui et lui murmura quelque chose qui le fit rire doucement. Pour un homme qui mesurait autrefois la valeur à la lignée, ce rire était son propre chant de rédemption. Plus tard, alors que le gala se terminait, Richard s'approcha de moi dans le couloir, derrière la salle de bal. Le bruit des conversations s'estompa derrière nous. « Vous avez parlé magnifiquement, dit-il. Vous l'avez toujours fait. Je n'ai juste pas écouté assez tôt. Il faut du temps pour traduire la fierté en compréhension, dis-je. » Il hocha la tête. « Vous aviez raison cette nuit-là à propos du costume et de la robe. Parfois, celui qui semble raffiné est juste meilleur à cacher la peur. Je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose, dis-je. » Il regarda les médailles sur mon uniforme. Avant, je les voyais et je pensais qu'elles parlaient de bravoure. Maintenant, je sais qu'elles parlent de responsabilité. C'est le seul genre qui vaille la peine d'être porté. Il tendit la main une fois de plus, un rituel maintenant, mais un rituel qui avait un sens. Si jamais vous décidez de quitter le service actif, notre fondation aurait besoin de quelqu'un qui comprend les deux mondes, quelqu'un qui parle plusieurs langues. Je souris. J'y penserai. Alors qu'il se tournait pour partir, il dit doucement, « Vous me rappelez ma fille, celle que je voulais qu'Ethan épouse. » J'ai levé un sourcil.
J'étais cette fille. Il fit une pause, rit, et dit, oui, c'est vrai. Dehors, la ville scintillait sous une pluie fine, pas une tempête cette fois, juste une douce bruine qui lavait tout. Je descendis les marches vers le trottoir, l'écho des applaudissements s'estompant dans le bourdonnement de la circulation. Ethan attendait près de l'entrée. Il avait l'air plus vieux aussi. Pas par les années, mais par les leçons apprises. J'ai failli ne pas venir, admit-il. Papa a insisté. Je suis content qu'il l'ait fait. Moi aussi. Nous restâmes sous la pluie un instant, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Puis il dit, tu sais, je me repasse parfois cette nuit-là. Le dîner, l'expression de ton visage quand tu lui as répondu. C'est la première fois que j'ai réalisé à quoi ressemblait la vraie force. Je souris. Ce n'était pas de la force. C'était de la patience. Un remède plus puissant. Il ricana. Alors, et maintenant? Ai-je une seconde chance? Je secouai doucement la tête. Nous en avons déjà eu une. Nous l'avons juste utilisée différemment. Il hocha lentement la tête, acceptant. Je prendrai ça, et si la porte s'ouvre à nouveau? Tu frapperas, dis-je. Il rit, toujours. Après leur départ, je suis resté pour aider les bénévoles. Alors que j'emballais des boîtes, un jeune infirmier de la marine m'a demandé, « Madame, c'était le Whitmore, le diplomate ?» Oui, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Il l'était, mais les gens changent. L'infirmier a souri. C'est bon à savoir. Quand nous avons eu terminé, le directeur est passé, tenant une petite enveloppe. Ceci vous a été déposé, dit-il. À l'intérieur se trouvait un chèque substantiel et une note pour le fonds de bourse d'études Harperland pour les vétérans. Chaque mission mérite un chemin de retour à la maison. R.W. Je l'ai fixé, stupéfaite. Il avait pris mon histoire et l'avait transformée en héritage. J'ai glissé la note dans ma poche, me suis murmuré, bon travail, vieil homme. Et je suis retourné travailler. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au rivage. Le soleil plongeait sous l'horizon, le ciel flamboyant d'or et de marine, les mêmes couleurs que mon uniforme. J'ai pensé à la façon dont tout avait commencé par une invitation à dîner, une insulte et un verre de vin. Et comment cela s'était terminé par une lettre, une poignée de main et un respect tranquille. Parfois, les batailles qui comptent le plus ne se livrent pas à l'étranger. Elles se livrent à table, de génération en génération, entre fierté et humilité. Et quand on les gagne, aucune médaille n'est épinglée. La seule récompense est la paix. Je suis resté assise jusqu'à ce que la dernière lumière s'éteigne. Quelque part à Boston, Richard écrivait probablement encore des lettres. Margaret organisait probablement encore des collectes de soins. Et Ethan, lui, apprenait que l'amour ne se mesure pas à la taille d'un mariage, mais au courage de changer. J'ai jeté un dernier regard sur l'eau et j'ai murmuré, mission accomplie.